Bonjour YouTube, c'est Daimon, je vous fais cette review à la fraîche un dimanche matin, désolé de ne pas avoir pu le sortir plus tôt, sur Rings of Power, les anneaux de pouvoir, saison 1, épisode 7, l'avant-dernière épisode de cette saison à 465 millions de dollars je crois. Non pas que l'argent ne se voit pas, hein. Bref, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, écoutez, si vous aimez les pommes rouges et voir des gens ramper dans les cendres, cet épisode est fait pour vous. J'avais pas mieux comme intro, désolé. Et à l'issue du cliffhanger sur lequel on nous avait laissé à la fin de l'épisode 6, qui était sur le coup plutôt pas mal, c'est un cheval en feu qui nous accueille dans ce tout nouveau Mordor. Bienvenue. On essaye de nous faire croire, alors j'ai pas très bien compris pourquoi il faisait ça, de nous faire croire à la mort d'Isildur. Mais on sait qu'il meurt pas Isildur, il est en scénarium. Enfin, il est en scénarium jusqu'à la défaite de Sauron, la défaite provisoire de Sauron qui n'est pas encore revenue. Donc est-ce que vous partez du principe, je sais pas, on n'a pas vu la communauté de l'anneau ni lu aucun des bouquins? D'ailleurs, je sais pas si c'était voulu, mais un truc que j'ai bien aimé, essayons de noter les rares trucs qu'on aime bien dans cette série. J'ai bien aimé la transition entre les survivants, alors oui, avec une photographie, bon, un étalonnage très très rouge évidemment, mais il y avait visuellement quelque chose de plutôt sympa dans bah voilà, en fait c'est une sorte de Pompéi dans l'univers de Tolkien, ce qui vient de se passer, en plus vénère. À Pompéi, il n'y avait pas des orques, enfin... On ne sait pas, les historiens ne sont pas unanimes. Mais j'ai bien aimé la transition donc, entre les survivants qui crient « Isildur, Isildur !» et le plan suivant sur un cours d'eau qui m'évoque du coup sa mort un peu plus tard dans l'Anduin. Bon ok, ouais non, c'est un fleuve où il y avait un peu plus de fond que le ruisseau de merde que même les Harfoot traversent à pied sans avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc voilà, une petite flaque, on va dire que c'était bien. C'était le truc le meilleur de l'épisode, effectivement. En guise de bacon grillé, bah ouais, je sais pas, il y a une des deux proto-hobbits qui fait « Ouais, je sens le bacon grillé !» Bah, les Harfoot découvrent surtout des arbres grillés et les dégâts faits par la montagne du destin, l'Orodruin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en noir parlé, je ne sais pas où, c'est peut-être en Kenya, en elfique. Alors par contre, la question que je crois ne pas être le seul à me poser, c'est est-ce qu'ils sont pas un peu loin pour ça? Alors on voit que oui, c'est pas complètement le paysage qui est ravagé, il y a genre des rochers qui sont tombés, qui ont calciné des trucs. Pas de chance, c'est tombé sur vos pommiers, hein. Mais ils sont à quelle distance, là? On nous remet plus la carte, là, du coup, j'ai remarqué. Alors, j'avais jamais grillé, mais le chef des Harfoot porte un anneau avec une chaîne autour du cou, un petit peu, ça nous rappelle Frodon, évidemment, ça nous rappelle Bilbo, ça nous rappelle les autres hobbits qui le feront plus tard. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Bon, alors, après, le seul pouvoir que cet anneau donne, c'est de se camoufler à l'arrache dans des fougères, donc on va dire qu'on passe sur ce point. Nod Sauron tape la discute à un arbre, vous savez, Météorman, mais il le fait avec des mots simples, ce qui provoque, comme d'hab, plus de mal que de bien, hein, quand une branche tombe sur Nori et sa pote. Bon, on n'a pas très peur. Franchement, c'était ça votre péripétie de l'épisode, les Hobbits, il y a un bout de bois qui... Voilà. Bon, alors bon, c'est quand même la raison pour laquelle il ne faut jamais provoquer un arbre calciné, hein, voilà, c'est quand même la troisième règle que vous apprenez dans la Terre du Milieu, logiquement. Alors, on nous fait aussi référence à des arbres qui parleraient, donc est-ce qu'on verra les Ents dans cette saison? Je ne sais pas, suspense. Est-ce que les Ents, à eux tout seuls, peuvent carry le reste de la saison? Même avec un épisode 8 de ouf, il y aura au moins la moitié des épisodes d'Osef, hein, ça va être compliqué. On retrouve aussi Elrond, oh, regardez-moi ce beau regard de chien battu là, qui propose un deal au roi nain du Mithril, donc la ressource actuellement la plus value de toute la planète, contre du vieux bois elfe pourri et une barre de céréales. Littéralement, il lui propose 100 balles et un mars, tu m'étonnes que le roi refuse. Bon, savourons tout de même les moments avec Elrond et Durin, c'est finalement ce qui fonctionne le mieux dans cette série. Et Disa aussi qui est plutôt pas mal, la femme de Durin qui lui propose d'oser faire complètement la vie de son père et souverain, ce à quoi il ne peut s'y résoudre. Bah ouais, si moi après j'ai des enfants, je vais leur expliquer, bah alors moi quand j'étais plus jeune, mon père c'était le roi et je lui disais fuck et je faisais exactement l'inverse de ce qu'il me disait. T'es pas obligé de leur raconter Durin, mais bon, moralement ça lui pose un problème. Coup de bol, Durin balance le minerai qu'il avait filé à Elrond, qu'il lui a rendu, il le balance négligemment sur la table, il atterrit à côté de la feuille. D'ailleurs, on voit que normalement ça aurait dû sortir de la table avec l'élan qu'il avait donné, sûrement que je sais pas, il y avait un fil invisible pour le retenir parce qu'il fallait qu'il s'arrête à cet endroit-là. Donc coup de bol, ça guérit la feuille de leur arbre sacré. Alors confirmation un peu chelou du besoin réel de Mithril par les elfes, mais je m'attendais à quelque chose de plus allégorique plutôt que regarde, ça guérit les feuilles des arbres. Ok. Le Mordor, donc, est à nouveau-né, où peuvent dorénavant se promener, même le jour. D'ailleurs, il y aura une scène entre Theo et Galadriel par rapport à ça. Bon, où ils seront pas vraiment inquiétés. Ouais, je sens que descendre. Bah, ça va. Il est bien le coup de nous faire durer une scène de 10 minutes. Mais donc, voilà, où peuvent se balader dorénavant de jour comme de nuit. Bah, c'est chez eux maintenant. Vive le Mordor! Alors, est-ce que c'est une tentative
un peu trop tard de nous nuancer le personnage de Galadriel. Galadriel qui, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, salivait à la pensée d'un génocide orc, qui fait à présent de grandes leçons de morale à Theo sur les mauvaises pensées qui noircissent le cœur des gens. Remarquez, au moins, elle parle en connaissance de cause. Sur ce, elle filme une épée au gamin, lui envoyant du coup une série de messages contradictoires à mon sens. C'est quoi en fait? Faut tuer des orques, mais avec bienveillance et sans leur vouloir de mal. Elle lui demande plus ou moins de devenir un Jedi en fait. Ouais mais les Padawan, on leur filait pas tout de suite un sabre laser, ils avaient un truc d'entraînement. Là vous allez me dire, c'est une situation particulière. Ok, passons sur ce point. On a la scène, la célèbre scène la plus palpitante de cet épisode, le moment où Nori va filer une pomme rouge à Meteorman, ce qui dure au bas mot 14 minutes. Alors, est-ce qu'ils ont repris du style de Tolkien seulement le côté interminable de ces descriptions des éléments les plus osef de la Terre du Milieu? Moi, je me souviens avoir arrêté de lire la lecture des 2 tours quand j'étais gamin, au moment où il y avait 4 pages sur la description de un chapeau, de un personnage dont on se branle. Un chapeau en feutre mou. Je me souviendrai toute ma vie de ça. J'ai un symbole post-traumatique de Tolkien. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Il y avait plein de trucs bien dans Tolkien, vous reprenez que le truc nul. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a des gens qui adorent les descriptions de 14 pages. Laisse-moi imaginer, je veux m'imaginer le chapeau en feutre mou violet. Mais non, c'est impossible avec Tolkien. Et donc c'est impossible avec les pommes. Alors oui, il y en a, ils me disent « Oui, tu n'analyses pas dans Star Wars Endor, oui, tu n'analyses pas que quand Endor, il révèle qu'il est mercenaire, c'est super important. » J'ai bien compris que là, c'est une main tendue qui symbolise la confiance que Nori choisit de renouveler à son géant, en dépit du fait qu'il soit très très flippant, ou au moins vachement maladroit. D'ailleurs, il a pas l'air spécialement reconnaissant là sur la pomme. Regardez, il la fixe genre vas-y dégage gamine, et lui s'en va sans un mot, sans un merci. Il a pas appris au moins merci. Bon, voilà, toute cette scène, ça aurait duré un plan. Allez, à la limite 2, ce plan-là et le plan que je vous ai mis avant. Je vais remonter Rings of Power, je vais faire proposer mon propre montage, je vais vous compacter tous les 8 épisodes en 30 minutes. Ça va être vite fait. Pourquoi ici filmer la pomme sous toutes ses coutures, sous tous ses angles possibles? On a deux gros plans, un plan américain, un plan large, un contre-champ. On a compris, tu lui donnes une pomme, c'est bon. Non, 14 minutes là-dessus, ok. Petite halte pour Theo et Galadriel, du coup l'occasion d'un small talk. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah bah enfin, dialogue réussi, profond, sincère ». Je n'ai pas trouvé ça ouf, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous dites-moi dans les commentaires. Alors est-ce que le fait, autre chose que je voudrais savoir dans les commentaires s'il vous plaît, est-ce que le fait que Celeborn soit mort à ce moment de la chronologie, est-ce que ça fout le bordel? Parce que Tolkien semble avoir donné pas mal de versions de ce personnage qui aurait été éclipsé par Galadriel elle-même. Je suis pas un spécialiste de la question, j'ai regardé vite fait. Dites-moi si c'est une nouvelle trahison du canon. Oui, non, on va arrêter avec les... Oui, un elfe noir, c'est horrible. Arrêtez avec les elfes. Il y a trop de trucs horribles pour se concentrer sur des trucs aux elfes, les gens. Alors, ce que j'avais trouvé est une bonne solution, parce que oui, le roi disait, oui, non, on veut pas risquer la vie de nains dans des galeries qui peuvent s'effondrer pour prospecter du mithril. Alors, ils choisissent finalement de ne risquer que leurs 2 vies à eux, Durin et Elrond, qui vont miner eux-mêmes le mithril. D'ailleurs, Elrond, en fait, tu branles rien. Genre, il tend une gourde à un moment, on le voit là sur l'image, mais tendre une gourde à ton poteau, c'est pas l'aider, tu sais, c'est moi quand j'aide mon pote électricien et que je lui tends un marteau, quoi. Bon, en vrai, je sers à rien. Donc, comme d'habitude, Durin qui se tape tout le boulot, mais l'occasion de quelques taquineries sympathiques qui nous proposent une respiration, on va dire, entre 2 scènes passablement intéressantes. Alors cette solution, somme toute raisonnable, ah oui, c'est vrai, il y a la vie de ton fils et héritier du royaume qui est risquée, mais au moins tu peux pas dire, ouais, cet irresponsable, il a risqué que sa vie à lui, à la limite, laisse-le mourir en héros dans ce cas-là, mais ça lui plaît pas du tout, il fait expulser comme un malpropre Elrond de la montagne, vraiment, il le tégeux comme un mec trop relou dans une boîte de nuit, j'ai trouvé ça assez génial. C'est génial pour les mauvaises raisons, vous m'avez bien compris. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Il venait de trouver le mithril là, donc il n'y avait plus qu'à tendre la main pour l'attraper. Non, on arrête tout. Logiquement, on a le droit à une scène d'explication père-fils. Alors le vieux roi qui explique voir un futur glorieux pour son fils, mais qui ne fait en réalité que brider son présent. Ce qui est un petit peu contradictoire. Alors oui, tu vas peut-être le protéger, mais tu l'empêches d'accomplir des choses glorieuses, et du coup, bah, il sera peut-être vivant, mais il sera osef. Et il va lui... ça va un petit peu monter en termes de ton, il va lui faire « Oui, tu mérites pas la couronne que tu portes ». Plutôt classe, sa couronne, d'ailleurs. Et il va finir par arracher le collier de Durin, un petit peu comme pour le renier à la fois en tant que fils
et comme héritier. J'imagine d'ailleurs quand il essaie de le récupérer, ça me semblait assez clair, j'ai pas compris pourquoi Durin il le ramassait en mode oh bah il a pas fait exprès, c'est pas grave, je vais le remettre. Il dit, non, non, mais laisse-le là, hein. C'est fini, t'es plus mon fils. Il lui dit pas comme ça, mais voilà, laisse-le là, ça ne t'appartient plus désormais. Meteorman qui a fini par servir à quelque chose, il a guéri un des pommiers, sans tuer personne sur le coup quand même, j'ai envie de dire félicitations, bravo, tout de même. Alors là on voit sur cette scène, sur ce plan, qu'il y a moyen de faire des scènes épiques de partage de fruits poignants pour au moins 2 saisons de Rings of Power, là, juste sur ce cadre-là. Donc, bah écoutez, je m'en réjouis d'avance. Grosse empreinte sur le sol, enfin par rapport à un Harfoot, est-ce que c'est l'empreinte de pas d'un simple homme ou est-ce que c'est quelque chose de plus gros? Harfoot numéro 2 qui disparaît, ouais j'ai oublié le nom de la pote de Nori, j'ai vraiment la flemme de chercher. En vrai la série m'intéresserait, j'aurais cherché mais désolé. On revoit aussi la secte chelou, vous savez, des mecs habillés en blanc qui bloquent sur un arbre guéri par Meteorman, hein, ah tiens. Est-ce qu'il serait pas passé par là? Visiblement, ils le recherchent et visiblement, ils vont le trouver. On a Nori qui va les croiser, qui va tenter de les mettre sur une fausse piste en vain. Alors comment elle a deviné qu'il cherchait Meteorman sur le coup? C'est la première fois qu'elle les voit. C'est juste des mecs qui se baladent en blanc. Donc je ne vois pas, mais alors elle essaye de les mettre sur une fausse piste et ça marche pas. Quelque part j'aurais été vraiment déçu. Si les mecs ils arrivent comme ça super mystérieux, ils disent rien, avec un regard méchant, on leur dit ouais il est parti par là. Bon bah ils y vont et bah non c'était une feinte en fait et vous êtes trop débile. Vous êtes flippant mais vous êtes débile. Du coup bah heureusement ça ne fonctionne pas. Bon, problème quand ils vont se retrouver nez à nez avec le reste de la tribu, c'est que leur chef, bah, c'est une sorte de Daenerys locale de la Terre du Milieu, qui va leur mettre un bon coup de pression en leur prouvant qu'elle est Unburned. Bah écoutez, on est très très fiers pour elle. Affinité avec le feu, toujours. Ça fait beaucoup de monde qui a une affinité avec le feu quand même dans Rings of Power. Pour leur montrer que bah oui, moi aussi, je sais brandir du feu si je veux, elle va brûler leur roulotte. Alors, je me demandais, est-ce que c'est des proto-balrogs les mecs? Mais on suggéré qu'il y avait déjà un balrog par le passé, la fin de l'épisode on en revoit un. Mais c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de monde qui a une affinité avec le feu. Hein. Meteorman, eux, bon alors visiblement ils sont peut-être de la même nature, c'est peut-être pour ça qu'ils le recherchent. Et aussi le balrog de la fin, sans parler plus tard, Gandalf, voilà, le feu secret, tout ça, tout ça. Voilà. Avec toutes ces histoires, en tout cas, j'espère que les Harfoot aiment manger leurs pommes bien cuites. Enfin sortis du Mordor, les hommes d'Elendil ont établi une sorte de garnison romaine, ouais, ça fait, vous savez, les camps retranchés autour du village d'Astérix un petit peu. Bon, sauf que normalement c'est des rondins de bois. Et on a un cheval qui a une sorte de syndrome post-traumatique. Est-ce que c'est le même qui s'est fait brûler? Je ne crois pas. Hein. Selon toute vraisemblance, bah, il aurait au moins eu la crinière grillée, mais il ne veut plus obéir. Alors je sais en plus il s'appelle pas Balek mais il s'appelle un truc comme ça le cheval, donc j'ai beaucoup aimé. On a Galadriel qui retrouve leur camp accompagné de Theo, mais qui est moins que jamais la bienvenue, puisque Elendil croit pour une raison ou pour une autre que Isildur est dead. Bon en fait tout le monde n'est pas encore sorti de la forêt mais le proclame pas tout de suite mort, il est peut-être encore juste resté en arrière, il a été séparé du groupe. Ce qu'on reverra Isildur dans le prochain épisode, nous verrons bien. La reine régente, Myriel je crois, désormais aveugle, ordonne un repli, mais annonce que Númenor reviendra, ils feront un comeback. Pour l'instant en tout cas, le début de la tournée s'est pas très bien passé on va dire, ce à quoi Galadriel ne croit pas. Alors visuellement, il y avait un truc à faire avec cette reine aveugle, comme ouais voilà, un messie aveugle, un peu genre façon Néo, ou... je sais pas, la justice aveugle aussi, il y avait... Non, c'est simplement, bah je vois plus rien, c'est tout gris, je vais mettre un bandeau sur les yeux. Et ça s'arrête là. Dommage. Alors moi je me demandais dans cet épisode quid de Halbrand, parce que si le mec c'est Sauron, bah voilà il a accompli son objectif, le Mordor, et là il a pas de raison de partir du Mordor maintenant, faisons des... En plus l'épisode s'appelle l'œil, donc on s'attendait limite à voir l'œil de Sauron arriver. Bon alors l'œil de Sauron c'est parce qu'il peut plus se matérialiser en tant que corps physique, donc il a plus que ça je crois, si je ne dis pas de bêtises. Halbrand du coup qui est blessé, voilà. Alors est-ce qu'il essaye de masquer son identité, est-ce que c'est une ruse? Je ne sais pas, mais de toute façon je vais vous dire... Là je m'avance un peu. Le vrai Sauron, eh bien en fait c'est Disa. La meuf de Durin, la meuf du prince nain. Et ouais, ça personne ne l'avait vu venir, avouez. J'ai quoi comme élément? T'inquiète frère. Alors, en vrai elle a un petit peu un comportement de tentatrice avec Durin dans cet épisode. Avant je me suis vraiment dit ça, mais voilà, c'est juste une vanne. Avec cette série, même les vannes peuvent devenir réalité, ceci dit.
le roi nain qui prend la décision de sceller la galerie de Mithril. Pourtant, regardez, il est juste là, il y avait juste à tendre le bras, hop, tu fais des guillis au Mithril. Alors, si le problème que sa prospection posait, c'était les éboulements, ben là, c'est fini. Alors peut-être, oui, les coups de pioche pour le récolter lui-même, mais la galerie est déjà faite, tu vois ce que je veux dire? Donc cette décision, je la trouve absurde maintenant que le minerai est là à portée de pioche. Si l'on oublie, bien sûr, le reste de la scène, que le roi, sur le coup, ne peut pas connaître. Oui, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait déjà à l'époque, on est dans le second âge, des légendes sur des maillards, des balrogs en l'occurrence, des êtres de feu qui seraient dans les profondeurs de Khazad-dûm? Je crois pas. Donc, sur quoi se fonde sa décision, à part je suis un vieux con? Alors moi je sais pas si la secte des mecs en blanc et Meteorman ils ont un rapport avec les balrogs, mais en tout cas, en voici un, en chair et en flamme. Admirer, bah voilà, ce sera un truc cool de l'épisode qui durera 4 secondes et qui ne servira pour le moment à rien. À part, attention, le Balrog, il est là. Voilà. L'épisode finit en nous expliquant une chose que tout le monde avait parfaitement compris depuis plusieurs épisodes, voire depuis l'épisode 1, quand on voit le... Oui, on cherche un territoire carré, cerné de montagnes, oh tiens, les terres du sud. Cette terre est le Mordor. Merci. Ils nous prennent vraiment pour des débiles, en fait, les mecs. Coucou, oui, vous auriez pu au moins le faire dire à Hadar. C'est bon. Il y avait le truc sympa de Moriondor, ou je sais plus comment Galadriel appelait les mecs comme Hadar, mais oui, il y avait le truc subtil de... À la limite, ils auraient rien dû dire, parce que cette simple explication suffisait. Là, ou au moins faites-le verbaliser par Hadar, non. On marque les terres du sud, le Mordor. On est à quel niveau là les copains? Conclusion. Bah, pour un avant-dernier, mince, j'ai le son qui sort, j'espère que ça s'est pas trop entendu pendant toute la chronique. Pour un avant-dernier épisode de cette première saison, je trouve que le soufflet de la semaine précédente retombe pas mal, malheureusement. À voir l'ultime bafouille bien sûr du season final, même si je doute que ça rattrape tous les errements que l'on a subis ces 2 précédents mois. Eh bien écoutez, j'espère que cette review en ma compagnie vous a plu, que vous n'avez pas trop entendu le son repiqué de mon enceinte dans mon micro. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je sais pas si je sortirai aujourd'hui même la review sur House of the Dragon, puisque je crois que ça sort un petit peu tard, donc plus vraisemblablement ce lundi. Merci d'être abonné à cette chaîne, merci de suivre Sérivore, ciao ciao, et à très vite du coup.